Bonjour à tous, docteur Locbière à Angers. J'ai le plaisir de modérer aujourd'hui avec le professeur Mouty et la présence de Thibaut Lamy, d'Olivier Lérez, deux présentations sur l'amylose et un regard autour de la valvulopathie aortique, du fait des circonstances aujourd'hui. Deux regards différents, l'un plutôt associé au diagnostic finalement et au dépistage chez nos patients qui présentent de la sténose aortique, et l'autre ensuite en cas d'atteinte valvulaire avérée. Et je vous présente tout de suite la première présentation qui va être assurée par le docteur F. Cariou, qui est praticien hospitalier au CHU de Toulouse. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui de ce sujet qui effectivement va être étudié via cette publication très récente qui s'est intéressée à savoir si on pouvait identifier deux groupes de patients en lien avec un antécédent ou non de canal carpien qui pourrait nous expliquer les patients atteints d'amylose cardiaque avec sténose aortique qui serait le responsable entre l'amylose et la sténose valvulaire. Donc, quand on prend ce papier, effectivement, on sait que dans l'amyloïdogénèse, on a donc un processus qui est lié à l'âge, bien entendu, qui est plus souvent touche le sexe masculin, mais on a encore pas mal de facteurs non expliqués pour comprendre un peu ce phénomène physiopathologique. Et on sait qu'on a une intrication étroite entre la sténose aortique valvulaire et l'amylose cardiaque, puisque chez les patients qui sont adressés pour une prise en charge percutanée de type, par exemple, TAVI, on a près de 16% chez le sujet masculin euh, et parfois même un peu plus dans certaines cohortes d'amylose cardiaque associée. Et donc se pose la question de savoir qui est la poule et qui est l'œuf dans ces deux processus euh, différents. Donc, cette étude s'est intéressée à la cohorte de l'hôpital centre de référence Henri Mondor de 2012 à 2021. Ils ont repris tous leurs patients atteints d'amylose cardiaque et plus précisément les 480 patients qui étaient atteints d'amylose cardiaque à transthyrétine sauvage, donc non héréditaire. Ils ont exclu plus de 70 patients pour lesquels on n'avait pas de possibilité d'analyser les paramètres échographiques où on n'avait pas la notion d'antécédent ou non de canal carpien. Et ils ont fait deux groupes de patients, donc presque 300 patients, donc près de 70% des patients avec antécédent de canal carpien et amylose cardiaque, et 120 patients qui avaient une amylose cardiaque à transthyrétine, mais pas cet antécédent-là de syndrome de canal carpien. Et ils ont comparé beaucoup de paramètres dans ces deux groupes de patients, notamment ces 10 critères d'atteinte systémique de la maladie, notamment l'antécédent de canal lombaire étroit, de perte auditive, de baisse de l'acuité auditive, de neuropathie périphérique, d'hypotension orthostatique, de troubles digestifs dysautonomiques, de purpura, donc atteinte cutanée, d'échymose périorbitaire, de macroglossie et de troubles inguinales. Ils ont étudié donc toutes les échographies de ces patients et quand la séquence était disponible, ils ont repris les tomographies réalisées au moment de la scintigraphie osseuse du diagnostic d'amylose cardiaque pour réaliser un score calcique valvulaire aortique. Et ils ont montré ces résultats que vous voyez ici. Donc en bleu, vous avez les patients qui ont un antécédent de canal carpien bilatéral, en rouge, canal carpien unilatéral, et en gris, donc aucun antécédent de canal carpien. Et donc vous voyez que finalement, cet antécédent de canal carpien, il est associé à une atteinte systémique diffuse de la maladie, avec notamment plus souvent d'antécédents de canal lombaire étroit, de neuropathie périphérique, de perte donc de surdité, d'hypotension orthostatique, de dysautonomie, donc de macroglossie. Et fait intéressant également, ils avaient plus souvent des biopsies des glandes salivaires accessoires positives. Sur le plan cardiologique, échographique, on voit qu'on a plus souvent une hypertrophie un peu plus sévère en cas d'antécédent de canal carpien, donc avec des paramètres qui semblent un peu plus évolués sur l'amylose cardiaque, une hypertrophie de la paroi postérieure plus sévère, un profil donc, qui reste restrictif, plus de fibrillation atriale, de troubles conductifs, et par contre, fait intrigant, on a finalement une proportion
plus faible de sténose aortique. On va expliquer après potentiellement par certains arguments. Donc dans l'analyse multivariée, il montrait que en paramètres qui ressortaient comme statistiquement significatifs, quand on a un phénotype avec antécédent de canal carpien, donc plus souvent ce que j'ai dit précédemment, hein, d'atteinte périphérique de la maladie, le BNP ne ressortait pas comme statistiquement significatif, mais sur les paramètres écho, des paramètres d'épaisseur myocardique plus sévères et une fixation sur la scintigraphie osseuse un peu plus sévère également. Sur le score calcique qu'ils ont réalisé sur leur séquence, donc ce n'était pas sur du scanner dédié, c'était sur des séquences tomo d'une scintigraphie osseuse. Ils ont donc réalisé ces scores calciques valvulaires aortiques et on montre que finalement la charge calcique est moins importante quand on a un antécédent de canal carpien. Donc on a des sténoses aortiques valvulaires identifiées comme moins sévères sur ce paramètre-là, alors que on a aussi démontré là qu'on a plus souvent de sténose aortique low flow, low gradient. Donc là, on se peut se poser d'emblée la question, parce qu'effectivement, on a l'habitude de raisonner quand on est face à un patient qui a une sténose valvulaire low flow, low gradient avec une FEVG normale. On va s'aider de cet outil qui est le score calcique valvulaire aortique. Et une fois qu'il est identifié comme non sévère, donc en dessous de 1200 pour la femme, en dessous de 2000 pour l'homme, on va classer le patient comme sténose aortique modérée. Et finalement, peut-être à tort pour certains patients, puisque on voit que c'est quand même assez fréquent quand on a une amylose cardiaque. Et donc, dans la discussion, ils évoquent l'hypothèse physiopathologique qu'on aurait deux groupes de patients, avec donc des patients qui ont ce phénomène un peu d'atteinte multisystémique de la maladie, qui sont plus avancés sur le cœur, avec des paramètres plus sévères, plus hypertrophiés, des ratios cœur sur médiastin plus sévères, et du coup, un processus physiopathologique sur la valve qui est peut-être différent qu'un processus uniquement de calcification dégénérative de cette valve aortique, mais peut-être une infiltration par des dépôts amyloïdes, parce qu'on le sait, ça a été publié déjà de manière assez fréquente. Quand on fait de l'analyse anapathe des valves aortiques à la recherche d'une amylose cardiaque, on trouve très fréquemment des dépôts amyloïdes valvulaires sans qu'il y ait pour autant de manière systématique associé des dépôts myocardiques. Mais donc il se pose la question dans ce papier de savoir s'il n'y a pas un processus qui serait lié au barrage aortique euh, via des dépôts amyloïdes et que si finalement cette sténose aortique n'engendrait pas une aggravation des dépôts myocardiques. On pose des questions dans ce papier finalement sans avoir de réponse formelle sur tous les processus physiopathologiques, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, on a certains patients qu'on a l'habitude de classer dans le cas de sténose aortique modérée et que finalement, on aurait peut-être un intérêt à se poser la question de savoir si finalement il ne faut pas euh, discuter d'un remplacement valvulaire aortique pour ces patients un peu plus précocement, puisque ça permettrait peut-être de diminuer l'infiltration, l'aggravation de l'infiltration amyloïde au niveau myocardique. Et l'autre vraie question, c'est est-ce qu'on peut vraiment céder du score calcique valvulaire chez ces patients atteints d'amylose cardiaque? La question reste en suspens parce qu'on a probablement un phénomène qui n'est pas que lié aux calcifications valvulaires, mais peut-être effectivement un processus infiltratif. Donc cette étude, elle soulève effectivement l'intrication très fréquente entre sténose aortique et amylose cardiaque et suggère qu'on pourrait s'aider de l'antécédent du canal carpien pour identifier deux types de phénotypes de patients. Et quand on a cet antécédent de canal carpien, se poser la question déjà chez certains patients si on n'a pas, quand on est face à une sténose low flow, low gradient, si on n'a pas une amylose cardiaque ajoutée, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire quand on a l'antécédent de canal carpien, de canal lombaire étroit, de
conductif ou d'élévation de la troponine. Et peut-être que la sténose aortique valvulaire low flow low gradient devrait à elle seule faire rechercher une amylose cardiaque et se poser la question du potentiel infiltratif amyloïde en lien avec cette sténose valvulaire. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Eve. Alors, Merci. une belle présentation, c'est une belle étude hein, qui nous traduit encore le fait que ben, c'est une atteinte systémique, bien sûr, avec cette fois-ci, tu dis, on a l'impression qu'on distingue un petit peu des profils de patients qui ont des atteintes périphériques plus marquées que d'autres. Et ben, ça fait sens aujourd'hui aussi de parler de cette valve aortique parce qu'elle est peut-être pas malade de la même façon chez tout le monde. Il y avait une question sur le chat et que je me posais aussi sur, on parle du canal carpien et qu'est-ce qu'il en est du canal lombaire étroit ou d'autres manifestations rhumatologiques là? Est-ce qu'il y a des choses qui sortaient un peu dans ce papier? Alors, il montre que c'est lié, effectivement, on a plus d'antécédents de canal lombaire étroit quand on a un antécédent de canal carpien, et c'est vrai que c'est ce qu'on voit en pratique courante, c'est quand même très fréquent dans les antécédents médicaux relatés par les patients, opérés ou non, et parfois plusieurs années, ça peut être 20 ans, 30 ans auparavant, qu'il y ait eu une sténose lombaire prise en charge opérée. Donc, oui, c'est clairement en lien. Il est potentiellement moins sensible mais tout aussi spécifique, quoi, le canal lombaire étroit. Oui, probablement qu'il est un peu moins fréquent. Mais quand il est présent, ça doit nous faire penser à Milos, en effet. Par contre, ce qui a l'air très sensible là, c'est moi les deux marqueurs là qui ressortent le plus sur la figure là, c'est quand même la perte d'audition. Et Mm, finalement, bon, c'est lié là ici au canal carpien, mais on voit bien que mm. ça augmente le canal carpien si c'est un marqueur de la sévérité périphérique. Et puis, ben, les choses simples, l'hypotension orthostatique, et après la neuropathie aussi quand même. Elle ressort vraiment très fréquente. C'est très sensible comme Ouais, pathologie aussi, hein. ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est bon, c'est des sujets âgés, donc c'est toujours la difficulté de savoir à quel moment, en cas de surdité, on se pose la question d'une amylose cardiaque à partir de 80-85 ans. Mais en effet, quand on commence à s'interroger, à interroger le patient sur ses antécédents, effectivement, on retrouve quand même plus de surdité appareillée dans notre quotidien chez les patients qu'on suit pour amylose que les autres pour le même âge. Ève, moi j'avais une question. Quelle est, à ton avis, l'importance de cette association entre canal carpien et sténose aortique? Parce que finalement, là, on voit juste que le nombre, la fréquence du canal carpien était plus ou moins fréquente selon les syndromes cliniques. Mais quelle est la robustesse de cette association en multivarié? En fait, entre sténose aortique, le fait qu'on ait moins de pourcentage de sténose aortique, Non, avec là, ce tableau-là, en fait, comment tu peux l'expliquer? Parce que là, c'est ajusté à quoi exactement finalement? alors en C'est-à-dire, fait, comment tu sais que mm, l'association, elle est ajustée à quoi exactement? je pense que ça ressort pas parce que probablement, justement, on a l'habitude d'évaluer une sténose aortique serrée sur des paramètres échographiques qui sont mis en défaillance en cas d'amylose cardiaque, puisqu'on va être face à du low flow low gradient. Donc, probablement que finalement, les sténoses aortiques ont été identifiées chez ces patients-là comme modérées et non sévères. À tort, avec du coup des low flow low gradients avec des scores calciques bas, donc considérés d'emblée comme sans antécédent de sténose aortique sévère. Donc je pense que ça peut Mhm. expliquer cette. Après, peut-être que Thibaut pourra nous aider sur ces résultats. Mais moi, c'est l'explication que je m'en suis faite. Mais Ouais, c'est vrai qu'initialement, ça m'a surprise d'avoir ces résultats-là sur le sténose aortique. ouais. Après, là, il y a des questions dans le chat qui parlaient justement de cette valeur du score calcique qui serait utilisé ici. Est-ce que c'est différent du score habituellement d'Agatston qu'on utilise d'habitude pour évaluer la sévérité de calcification valvulaire? Oui, là, effectivement, je pense que c'est une des limites de l'étude qui a été faite, c'est que ça a été fait sur de la tomo de scintigraphie osseuse et qu'on ne peut pas considérer que c'est reproductible, enfin qu'on a les mêmes cut-off et les mêmes valeurs que le score valvulaire d'Agaston, puisque c'est pas les mêmes séquences dédiées, c'est pas des coupes équivalentes, et donc du coup, on n'a pas les cut-off de score valvulaire aortique sur cette technique-là. On ne sait pas si c'est
2000 pour l'homme et 1200 pour la femme. Toujours est-il qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que c'est moins calcifié en cas de phénomène systémique. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette info-là parce que je pense qu'on est mis en défaut et en difficulté sur certains patients à tort et qu'on finalement on les traite probablement un peu tard. Alors, oui, la question qui me vient, parce que je pense qu'il faut qu'on passe à la prochaine étude, mais en termes d'implications cliniques, qu'est-ce que tu penses, quelles sont les implications Alors, potentielles de moi, cette ce que j'en retiens, c'est deux choses. C'est qu'en cas de low flow, low gradient, on doit probablement faire rechercher une amylose cardiaque chez nos patients. Et si amylose il y a, on doit maintenant se poser la question de la valeur du score calcique qu'on aura. Est-ce qu'on fait une échodobule dans ce cas-là? Est-ce que si le patient s'aggrave malgré le traitement de l'amylose cardiaque, on ne peut pas se poser la question d'une prise en charge de cette valvulopathie? Je pense qu'il y a certains patients qu'on doit surveiller de près en ayant ces infos un peu plus sur des symptômes non élucidés que, en les reclassant d'emblée en sténose modérée. D'accord. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, je pense qu'il faut qu'on continue. Super. Merci beaucoup encore Ok. pour tous ces éclaircissements aussi. C'est Merci.